on accueille un autre collectif, on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas, ou une association, un regroupement. Enfin, vous allez nous présenter ça, vous allez nous dire exactement euh, ce que vous représentez, qui vous représentez, qui s'appelle Espoir Impatient et qui est représenté par Madame Sybille Liégeois et Monsieur Frédéric Prat, et qui vont nous proposer leurs commentaires, leurs critiques et leurs propositions face à cette première version du cadre expérimental. Donc bonjour à tous et merci beaucoup de nous recevoir. Donc moi je m'appelle Frédéric Prat, je suis proche de patients et proche du collectif Espoir à patients. Bonjour, je m'appelle Sybille Liégeois et donc je fais partie du collectif Espoir Impatient qui s'est constitué au mois de mai 2019 autour d'une première table ronde qui réunissait des personnes souffrant de pathologies chroniques diverses, dont certaines personnes faisaient déjà partie d'associations de malades, d'autres non, et également des professionnels de la santé, comme le docteur Bertrand Lebeau, qui est généraliste et addictologue, et toutes ces personnes étant a priori favorables à la mise en place du cannabis à visée thérapeutique. Donc on tient à vous remercier sur le fait d'avoir pris en compte les patients et aussi sur le sérieux et la rigueur de la démarche du CSST. On remercie aussi bien sûr tout le monde autour de la table et l'agence du médicament. Nous sommes aussi particulièrement reconnaissants sur cette large gamme de produits qui va du... Ah, pardon. Excusez-moi, merci. Donc on est reconnaissant sur l'ensemble des produits que vous nous mettez à disposition, notamment sur la sommité florale pour son effet immédiat et sur le spectre complet et les préparations à cannabis pour un effet plus prolongé. Donc aussi on retient aussi l'élargissement sur la spasticité et sur les pathologies rares et que pardon, je suis un peu ému. Bien sûr aussi, le fait de pouvoir intégrer les professionnels et les patients dans une plateforme d'e-learning, ça va permettre aussi d'avancer sur le sujet. Le fait aussi qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les patients et qu'au final que des médecins généralistes puissent prescrire et que ces produits puissent se retrouver en officine de ville une fois que le traitement soit stabilisé. Donc merci beaucoup. Alors, l'idée c'était qu'on se présente un peu plus précisément, Frédéric et moi. Donc moi à titre personnel je suis concernée puisque je souffre de douleurs chroniques dues à une fibromyalgie diagnostiquée il y a 4 ans et puis aussi d'arthrose assez sévère. Pour ça je bénéficie d'une reconnaissance travailleur handicapé, ce qui ne m'empêche pas de travailler même si parfois c'est difficile. J'ai connu une longue période d'errance médicale où il y a eu un premier rhumatologue qui en gros voulait m'orienter chez un confrère psychiatre pour reprendre une psychothérapie. Or c'était un travail que moi je ne trouvais pas pertinent puisque je l'avais déjà fait dans ma jeunesse. Et je ne me sentais pas du tout reconnue au niveau de mes douleurs. En gros, autour de la fibromyalgie, les zinzins, c'est dans sa tête que ça se passe. Ça, c'est des discours qu'on peut encore entendre malheureusement. Donc je me suis vue suivie par un rhumatologue, un médecin généraliste et un algologue. Et on a, je pense, essayé à peu près tous les traitements possibles et inimaginables, non seulement sans résultats satisfaisants, mais avec vraiment des effets indésirables très très importants. Donc pour être très concrète, aujourd'hui je suis quelqu'un qui prend un comprimé d'Exprime par jour, un comprimé de Prozac parce que les douleurs chroniques au bout d'un moment ça rend dépressif et irritable. Et
m'arrive de temps en temps de vapoter du CBD sans que ça soit vraiment satisfaisant. Mais bon, ça détend un petit peu. En tous les cas, j'essaye. Je pourrais, comme beaucoup de gens, avoir recours au marché illégal pour acheter simplement du cannabis. Sauf que moi, je déteste les effets psychoactifs du cannabis. Voilà. Donc pour moi, c'est réglé et je ne suis pas dans l'illégalité. À titre professionnel, je suis éducatrice spécialisée depuis de nombreuses années dans un centre de soins et de prévention en addictologie. Donc j'ai l'habitude de travailler avec des médecins, des psychiatres, des psychologues. Donc en plus des patients qui consultent pour des addictions, quelles qu'elles soient, à l'alcool ou à des drogues illégales ou à des benzodiazépines, on a aussi de plus en plus de personnes qui, de prime abord, ne sont pas des personnes addictes, mais sont des gens qui souffrent de pathologies et qui font un mésusage de benzodiazépines ou de médicaments opiacés pour soulager, pour trouver eux-mêmes un soulagement à leur douleur et qui se retrouvent au bout d'un moment à être addicts. Et du coup, j'ai 2 exemples en tête. Une jeune fille que j'ai pu suivre, moi, qui était drépanocytaire et qui faisait une consommation excessive d'efferalgan codéiné. J'ai été assez heureuse de rencontrer un médecin qui a pris le risque de lui conseiller d'acheter un vaporisateur du type Vulcano pour pouvoir non pas fumer, le problème de la combustion, mais pour pouvoir inhaler du cannabis, ce qui a soulagé fortement ses douleurs. Et j'ai aussi l'exemple d'un autre monsieur qui est aussi drépanocytaire, qui a eu des traitements aux opiacés de synthèse et qui à l'heure actuelle est toujours suivi en XAPA, en centre de soins d'addictologie, parce qu'il est sous méthadone. Et je trouve ça assez surréaliste que quelqu'un qui a priori souffre d'une pathologie chronique, a des douleurs, se retrouve dans la cohorte des patients d'un XAPA, d'un centre de soins en addictologie. Peut-être que le cannabis à visée thérapeutique, quand ce sera mis en place, pourra lui faire du bien, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ah si, je voulais aussi évoquer, mais je crois que les personnes précédentes l'ont fait aussi un peu également, l'intérêt du CBD et peut-être même du cannabis thérapeutique, puisque moi je suis sensible au milieu de l'addiction, puisque j'y travaille. Effectivement, il y a des études, je ne sais pas où ça en est, mais apparemment ça présenterait aussi le cannabis thérapeutique un grand intérêt pour réduire les pulsions de consommation, ce qu'on appelle dans notre jargon le craving, chez les personnes qui sont en sevrage d'alcool ou ceux qui sont en sevrage d'héroïne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à explorer sur les molécules contenues dans le cannabis. Merci. Donc moi, mon histoire, elle est liée à deux de mes proches. J'ai connu les cannabinoïdes en 2014, quand ma maman a eu un cancer des ovaires de stade 4 et à son âge, à 80 ans, elle a refusé de vouloir entrer dans un protocole de chimiothérapie. Donc on s'est mis avec mon frère à rechercher en fait des traitements alternatifs. En tout cas, on ne souhaitait pas la laisser sans rien. Après quelques jours de recherche très intensifs et beaucoup de lectures sur PubMed, Sciences Direct, NCBI, et puis aussi avoir eu cette chance de pouvoir aussi rencontrer des usagers autour, on a pris donc le choix voilà, on a pris le choix de chercher, de trouver ce produit et de lui donner. Donc on a commencé avec quelques gouttes d'huile sous la langue. Très rapidement, on a pu remarquer que sa qualité de vie était améliorée. Donc elle retrouvait de l'appétit, était vraiment beaucoup plus en forme.
Bon, son cancer était très avancé que le jour de mon anniversaire, le 11 novembre 2014, elle décède, mais elle décède, elle part vraiment en paix. J'ai pas vu ma maman souffrir de ce cancer. Donc depuis ce jour, je continue à explorer la recherche, à explorer les gens, à les accompagner, pas dans les accompagner au sens de leur trouver des produits, mais leur apporter des conseils, de partager l'information. 2 ans après, ma grande sœur, qui vit en Italie, par maman qui est ici avec nous, nous appelle en nous expliquant qu'elle a une mauvaise nouvelle, donc un cancer métastasé, un nombre de petites cellules de stade 4. Donc naturellement, je lui transfère de l'information pour qu'elle-même elle transfère à son oncologue, sauf que l'oncologue n'a pas été réceptif sur ce cannabis à visée thérapeutique. Donc ma sœur est non fumeuse, elle est rentrée dans un protocole de thérapie ciblée, géotrif, a commencé par le géotrif, 20-40 mg 40, je crois que c'était jusqu'à 40 ou 60. Au bout d'1 an et demi, le cancer a muté. Et la question de la chimio, la question d'autres traitements est revenue sur scène. Et à ce moment-là, ma grande sœur m'a demandé de pouvoir lui trouver des produits pour pouvoir justement en bénéficier. Et on ne savait pas à ce moment-là si on allait avoir aussi ce même type de protocole. Donc aujourd'hui, elle en fait usage sous forme de suppositoire. Donc c'est des huiles qu'on fait importer de Suisse. Donc c'est des extractions, des préparations que j'appelle magistrales, avec des ratios de 1 pour 1 à l'intérieur. Ces huiles-là que je les reçois à la maison, je les redilue dans d'une huile de coco vierge, que je mets en bouteille, que je renvoie à ma sœur, qui elle-même les remet dans un kit de suppositoire au frigo pour que ça durcisse. Elle en met 1 ou 2 en fonction. On se retrouve aujourd'hui, si vous voyez la petite photo, elle est ravissante. Personne ne croit qu'elle est malade aujourd'hui, même quand elle retourne dans son centre pour faire son suivi. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce qu'il y a 2 semaines, elle est tombée, elle a glissé d'une marche, un accident domestique qui pourrait arriver à n'importe qui, et elle s'est cassée une vertèbre, donc elle a un corsaire autour d'elle. Et le fait de faire usage de ce cannabis à visée thérapeutique ne l'oblige pas de prendre des antidouleurs. En plus de ce cannabis à visée thérapeutique, entre-temps, ils ont pu mettre en place une nouvelle thérapie ciblée qui répondait à sa mutation. Donc aujourd'hui, on est sur un protocole thérapie ciblée plus suppositoire, et on a un résultat qui, pour nous, est satisfaisant. Notre démarche familiale a toujours été de améliorer la qualité de vie. On ne cherchait pas à prolonger la vie. C'est-à-dire que quand je voyais ma mère ou que je vois ma soeur chaque jour avec un sourire, ça me suffit. Vraiment, ça me suffit. Maintenant, si ça peut faire plus, ça, on laisse la science aussi nous accompagner. Donc ça, c'est l'histoire de ma sœur, et bien évidemment, on n'a pas le choix d'aller jusqu'au bout aujourd'hui, parce qu'on veut continuer à l'avoir comme ça. Donc bien évidemment, ce que je fais, c'est aussi des risques que je prends. Je sais très bien que c'est totalement interdit de pouvoir faire importer, de manipuler et de le renvoyer. Mais honnêtement, la seule chose que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on soit accompagné par des professionnels de santé, tout simplement. Mais il n'y a pas que nos histoires aussi qui... pas que nos histoires, c'est que dans ce collectif-là, on retrouve beaucoup de personnes aussi qui souhaiteraient aussi faire usage. On n'a pas que des gens, on n'a pas des usagers, on a des usagers, mais des gens qui souhaiteraient en faire usage. On a des glaucomes, comme Ava, comme Marie-Ange. On a des personnes qui sont sous trithérapie aujourd'hui, qui aussi en font usage pour
diminuer certains effets secondaires liés à cette trithérapie. Je prends par exemple comme Valérie Vincent, des épilepsies très sévères où j'ai Gwendalina, Nora, Jean-Philippe qui font aussi leur maximum pour leurs enfants. Je prends l'exemple de Nora aujourd'hui où je ne dirais pas de bêtises, mais certains médicaments qu'elle prend aujourd'hui, elle a 23 ans, ne font plus effet. Donc elle a parlé avec son médecin du CBD. Alors CBD parce que dans les épileptiques, c'est vrai que c'est la molécule qui a le plus intéressante. Le médecin est d'accord pour que certains médicaments soient arrêtés pour qu'ils soient remplacés par ce type de protocole. Et la question se pose où je vais pouvoir en trouver, qui va pouvoir m'accompagner. Donc, je donne de l'info et je ne peux pas être médecin. C'est pas mon métier. Moi, je travaille dans la donnée, mais je ne suis pas docteur. On va retrouver aussi des personnes qui ont le Parkinson. Aujourd'hui, j'ai le papa d'Isabelle qui a un Parkinson très avancé, qui voit qu'aujourd'hui, les protocoles arrivent à ses limites. On a aussi des cancers aussi. Un copain à moi qui a ses parents et sa femme qui a un cancer et qui aimerait bien peut-être pouvoir en user en complément d'une chimiothérapie pour atténuer ces effets secondaires qu'on pourrait retrouver. Deux exemples aussi qui me touchent aussi également à cœur. Deux amis à moi, Sébastien Cotte, qui se bat aujourd'hui, qui est aux États-Unis, qui a un fils qui s'appelle Jagger, qui a 8 ans, qui a été diagnostiqué à l'âge d'1 an d'une maladie rare et dégénératrice, la maladie de Leigh. Aujourd'hui, l'espérance de vie était estimée à 4 ans, quand il avait 1 an. Aujourd'hui, il a 8 ans. Il a fait x2. Donc on a multiplié par 2 son espérance de vie. Et il continue à se battre. J'ai un ami aussi à moi qui s'appelle Eric Lépérière, qui lui a été suivi par un hôpital au Canada, qui était touché d'un cancer aussi des poumons. Donc chimiothérapie plus une huile qu'on appelle RSO, donc des huiles full spectre qui contient plus de THC que de CBD par exemple, qui aujourd'hui est en rémission. Donc le protocole chimio plus l'huile, aujourd'hui les médecins ont quand même, voilà, il est en rémission et il est hyper content. Vous voyez encore son visage et tous les gens qu'on croise qui en font un usage, on retrouve toujours la même chose sur leur visage, le sourire. Voilà pour quelques histoires personnelles. La question de la gestion de la douleur, en fait, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Il n'y a pas que la douleur, évidemment, que le cannabis à visée thérapeutique pour lequel il peut être utile. Voilà, on parle de dépendance aux antalgiques opiacés. Moi, j'ai évoqué aussi les benzodiazépines. Et puis, on parle d'une vraie crise des opiacés aux États-Unis qui est en train d'arriver en France. En même temps, moi je dis que pour mon cas personnel aujourd'hui, oui, je prends de l'Xprime et heureusement que j'ai ça, c'est ce qui me permet de me lever le matin et d'aller travailler. Tellement le réveil, tellement les douleurs sont compliquées au réveil. Donc je ne suis pas trop non plus pour diaboliser les antalgiques opiacés, parce qu'aujourd'hui on n'a pas grand-chose d'autre. Après, moi, si ça pouvait me permettre de diminuer ou d'arrêter complètement les traitements que je peux prendre à base d'opiacés, je serais très contente. Voilà, parce que ça m'amuse pas du tout de développer une dépendance, quelle qu'elle soit, aux opiacés. Bon, voilà, mais pour moi, ça semble une évidence en tous les cas, la gestion et le traitement de la douleur et le bénéfice apporté par le cannabis thérapeutique. Je voulais rajouter quelque chose sur le slide. On avait peut-être une idée, c'est vrai que demain, s'il pourrait être prescrit en option, par exemple, ce serait, je pense, une bonne idée. Un cannabis à visée thérapeutique en option d'un opioïde, après libre au patient, peut-être de faire son choix dans un premier temps. Je sais pas, c'est qu'une idée. Comment ?
En option, c'est le médicament même en option d'un traitement classique, du traitement classique. Non, pas la place, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, rajouter en option. Aujourd'hui, on aurait l'opiacé en option à cannabis. En option. Pas remplacement. Non, pas du tout. Concernant le projet d'expérimentation, donc on a bien retenu que ce projet allait durer sur 2 ans, donc avec 4 phases. Une première phase de 6 mois sur la mise en place. Donc, ce qu'on aussi demande, c'est qu'on pourrait vous accompagner, organiser des campagnes d'information aussi avec le reste des équipes. Sur la période d'inclusion de patients, pouvoir aussi vous accompagner avec l'expertise que pouvaient avoir ces patients justement. Et pour les 12 mois suivants, on est conscient aussi qu'il va être nécessaire de suivre et d'analyser ces données et qu'en fait compte, la data va être au cœur de ce processus. Et il y a quelques semaines, je discute avec Sébastien Géricault, qui est le cofondateur de la société d'une plateforme SantéNet qui vont développer je trouve une super application pour pouvoir justement pour que le patient puisse par lui-même sur l'évolution de sa douleur, de sa qualité de vie. Belle application, je pense, parce qu'on n'est pas au courant encore aujourd'hui des supports qui seront utilisés dans le cadre de cette expérimentation. Bien sûr, s'il y avait déjà un support ou des outils, on serait preneur. Mais le but aussi, c'est aussi vous accompagner et trouver des outils, des supports pour essayer d'accélérer le processus, ce projet d'expérimentation. Je pense que les 6 premiers mois de la mise en place là-dessus, il faut vraiment qu'on se concentre pour que la suite se passe bien. Mais vraiment, l'idée, c'est comment arriver quand même à réduire ce temps, parce qu'on a quand même beaucoup de patients très impatients. Sur les médicaments mis à disposition, mode d'administration et ratio, on considère aussi que aujourd'hui on est vraiment satisfait parce qu'on retrouve bien tous les ratios qu'on pourrait utiliser. On avait une petite question justement sur les préparations d'huile aujourd'hui. Alors je dis en dernière intention, mais c'est très... je rencontre beaucoup de personnes qui vont justement faire usage de ces huiles-là, qui sont des concentrés très forts, soit en THC ou soit en CBD THC, mais bien évidemment on retrouve toujours bien l'ensemble des phytocannabinoïdes de la plante. Est-ce que demain, ces types de préparations que les gens font chez eux pourraient être préparés en pharmacie par des préparateurs de pharmacie, sachant que toutes ces recettes sont connues par beaucoup de personnes, mais ils sont connus aussi dans les réseaux, sont connus dans YouTube, ils sont connus partout. Et c'est ces huiles-là qu'aujourd'hui utilisent où on voit des résultats assez impressionnants. Pardon, je vous en prie. Merci. Non, juste pour juste vous indiquer que là, vous parlez de pharmacien d'officine plus que de préparateur en pharmacie, on est d'accord? Oui, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que dans le cadre de l'expérimentation, ce qui était prévu, c'était justement qu'il y ait des préparations qui soient, on va dire, prêtes et qu'il n'y ait pas de préparation magistrale qui interviennent dans tous les cas dans la phase expérimentale. Ouais. Est-ce que d'autres formes seront-elles envisageables, comme des patchs, pommades ou suppositoires? Parce que peut-être il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avaler, ingérer. Et bien sûr, on insiste aussi que tous ces produits soient bien à base de phytocannabinoïdes naturels, bien sûr. Alors les conditions de prescription et de délivrance, alors c'est peut-être un petit peu idéaliste, mais on se demandait si les 5 indications retenues pourraient
légèrement évolué pendant la phase d'expérimentation. Est-ce qu'on pourrait étendre ça par exemple au glaucome, sur la base du volontariat des patients? La question aussi de la stabilisation nous a un petit peu posé question et nécessite à notre sens d'être éclaircie. On se demandait aussi quid des difficultés d'accès aux produits pour des personnes qui sont en province et en milieu rural, puisque l'obtention d'un rendez-vous chez le spécialiste ou la proximité d'un hôpital peut s'avérer problématique. On se demandait aussi concernant la formation, on se disait que les prescripteurs ne devraient pas être les seuls à pouvoir accéder aux modules de formation en ligne, mais que ce serait intéressant aussi que les infirmiers et les pharmaciens puissent être concernés. Et pour finir, sur les indications retenues, donc on est bien conscient et on vous en remercie, qu'elles concernent quand même un grand nombre de patients, mais ceux qui ne pourront pas rentrer dans le protocole d'expérimentation, voilà, on sait très bien qu'on ne peut pas étendre ça à toutes les pathologies pour l'instant, en tous les cas, mais ça oblige quand même les gens à continuer à se fournir du cannabis illégalement ou à s'en passer complètement, ce qui n'est pas complètement satisfaisant. D'autres questions et d'autres remarques. Vous parlez souvent de centres de référence. Et moi, c'est assez flou, et je pense pour mon collègue aussi. Comme moi, je suis plus particulièrement concernée par la douleur, j'ai pensé au centre antidouleur, évidemment. Mais je me demandais quels étaient les centres de référence auxquels vous faisiez allusion. Est-ce que c'est des services spécialisés en hôpital ? Les spécialistes prescripteurs pendant la phase d'expérimentation, de quels spécialistes s'agit-il? Quelles spécialités ils auront? Est-ce que ce sera pour les médecins sur la base du volontariat? Est-ce que ça sera des algologues, des addictologues, des oncologues? Et puis, ce qui me semble aussi très important, c'est comment les patients avec les indications retenues seront informés de cette phase d'expérimentation et comment est-ce qu'ils seront recrutés sur la base du volontariat, donc ce qui pose la question du coût de l'information, comment elle leur parvient, ou est-ce que les médecins qui eux-mêmes se sont portés volontaires dans cette phase d'expérimentation recruteront leurs patients dans leur file active? C'est une question très concrète en fait. Si demain, moi, quelqu'un me dit, voilà, j'aimerais beaucoup participer à cette phase d'expérimentation, comment je fais et à qui je m'adresse? Voilà, ça nous pose question. Et puis, est-ce qu'il y a déjà un chiffre qui a été évalué? Combien de personnes malades seraient concernées par cette phase d'expérimentation? Juste une petite remarque, mais peut-être qui coule de source. La mise en place du registre des patients, selon nous, devrait pouvoir se faire de façon anonyme, comme c'est déjà le cas pour... Ok. Sinon, ça provoquerait des réticences, évidemment. Et nous souhaiterions que les patients experts soient davantage inclus, en fait, au CSST. Et que du coup, ils puissent représenter aussi de façon satisfaisante toutes les pathologies. Donc après, on va terminer avec deux questions assez générales sur la question sur les remboursements, sur le remboursement des produits à terme, et sur le fait aussi qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ont des problèmes de justice, le fait de faire usage d'un cannabis à visée thérapeutique, mais je pense que là c'est des questions qui ne sont pas peut-être... On a pensé aux ordonnances sécurisées, mais je crois que les collègues précédents ont évoqué cette question des ordonnances sécurisées comme pour d'autres traitements, et qui fait que si on vous interpelle dans la rue, voilà, après il y a la question des voyages, du transport des produits,
Bon, c'est peut-être des questions auxquelles il y aura des réponses qui seront amenées, mais ultérieurement. Peut-être que c'est trop tôt encore pour se poser cette question. Merci. Merci à vous pour cette intervention et ces différents commentaires. Je ne sais pas si on peut répondre à certaines. Peut-être certaines ont déjà fait l'objet de réponses, mais on peut peut-être le redire. Le remboursement, c'est en discussion. Il y a la question de la prise en charge pendant l'expérimentation. Et après, la question du remboursement, après, s'il devait y avoir une pérennisation de cet accès de façon généralisée. C'est deux questions différentes, mais elles doivent être traitées. Bon, ça fait partie des discussions, ça a été dit. Ces questions-là sont en cours. C'est des interrogations qui sont. Il faudrait juste éteindre. Non, bien sûr, la question de la prise en charge des produits pendant l'expérimentation et ensuite et après l'expérimentation est bien sûr en discussion actuellement. C'est un point extrêmement important. Alors concernant sinon les ordonnances sécurisées, alors ça c'est une chose parce que c'est vrai que pour les ordonnances, pour les stupéfiants, les ordonnances, il y a une réglementation française qui dit que tout stupéfiant doit être prescrit sur une ordonnance sécurisée. Donc là c'est vrai qu'on est sur un stupéfiant, donc une ordonnance sécurisée. Mais ça en soi c'est pas une problématique particulière. Concernant les accidents de la route et les personnes qui sont contrôlées pendant justement qui sont testées pour les stupéfiants par les forces de l'ordre au cours d'un accident, ça aussi c'est un sujet qui bien sûr va nécessiter aussi d'autres échanges et notamment avec d'autres ministères que celui de la santé d'ailleurs. Voilà, donc ces points-là sont très importants et sont également, on a bien conscience qu'il faut prendre tous ces points-là en charge dans le cadre de l'expérimentation et bien sûr aussi après. Mais effectivement, ce n'est pas forcément de là la problématique du CSST actuellement, mais ces points-là sont bien pris en considération. Pour compléter, je reprends vos diapos. La question de l'évolution des indications, vous évoquez la question du glaucome, l'évolution pendant la phase d'expérimentation, je ne suis pas sûr que ce soit techniquement réalisable, mais parce que finalement c'est une expérimentation qui ne va pas durer si longtemps que ça, et donc c'est pas sûr qu'elle puisse avoir une telle souplesse au point de s'adapter à ce moment-là, mais comme ça reste une expérimentation, évidemment toutes les indications potentielles ne sont pas incluses. Au début des réflexions, le glaucome n'était pas clairement identifié comme celle qui bénéficie d'un niveau de preuve suffisant pour pouvoir être retenu. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, mais le niveau de preuve, il fallait faire des choix, évidemment. Et il y a un arbitrage qui a été fait par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire que les niveaux de preuve ne vont pas augmenter. Alors, on n'a pas été totalement, non plus spontanément sollicité par les professionnels de santé qui prennent en charge le glaucome. Donc c'est vrai que bon, ça c'est resté pour l'instant en suspens. Concernant la question de la stabilisation des patients, bon, ça c'est vraiment une question qui relève de l'art de la médecine, c'est-à-dire qui quand même, c'est au médecin de déterminer quand son patient a atteint l'objectif thérapeutique. L'objectif qui est un objectif partagé entre le médecin et le patient, généralement, idéalement en tout cas. Donc c'est compliqué de définir, de donner une définition un peu globale, quoi. Là, ça relève, heureusement qu'il y a encore des choses qui relèvent de l'art médical et qui ne peuvent pas être totalement protocolisées, quoi. Mais là, on fait confiance aux médecins dont c'est le travail de pouvoir stabiliser les traitements, quelles que soient les pathologies. La question des modules en ligne qui doit être largement diffusés aux autres professionnels de santé, on l'avait évoqué, effectivement. On avait dit, bien entendu, il fallait que les équipes médicales qui prennent en charge globalement ces pathologies, qui sont souvent des pathologies chroniques, parfois avec des prises en charge pluridisciplinaires, devraient être formées. On avait dit pharmacien, évidemment, qui va dispenser, mais aussi donc, le médecin généraliste, et puis les infirmiers, par exemple. Vous ne nous avez pas dit ce que vous pensiez réellement en termes enfin, en tout cas, je ne l'ai pas entendu, moi, en tant que tel. On a évoqué la question de la primo-prescription dans des structures spécialisées qui prennent en charge les situations cliniques que l'on a évoquées. Donc, structure, ce n'est pas lié à la spécialité du médecin, d'accord ? Peu importe la spécialité du médecin, ce qui compte, c'est qu'il, dans le projet qu'on a proposé, c'est qu'il travaille dans les structures concernées, d'accord ? D'oncologie, de douleur, je ne sais quoi. Et donc, est-ce que vous retenez cette proposition où effectivement l'instauration se ferait avec des limites aussi, délai de rendez-vous, etc., mais proposée par les médecins qui suivent ces patients dans ces structures-là, et ensuite, après stabilisation, on propose un relais vers le médecin généraliste. Est-ce que ça vous paraît trop restrictif ? Est-ce que vous avez
concrètement, c'est quelque chose que vous ne retenez pas et vous souhaitez que ce soit tous les médecins, quel que soit leur mode d'exercice. Moi, excuse-moi, je suis bille. Vas-y. Mais personnellement, dans le cadre de cette expérimentation, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir démarrer avec, dans un centre, des spécialistes et à terme finir avec des médecins de ville et pharmacie. Moi, ça ne me choque pas. On parle de l'expérimentation, on est Oui, d'accord. oui, on est d'accord. Ça ne présage pas de la suite, Non, c'est non, l'expérimentation. dans le cas de l'expérimentation, non, pas du tout. Moi, ça me semble très logique. Moi, je suis un peu mitigée, c'est-à-dire que je pense que en première intention, pendant la phase de stabilisation, si c'est bien sûr, ça peut être que sur la base du volontariat pour les médecins, hein, on ne peut pas le rendre obligatoire, heureusement. Je pense qu'il y a certains généralistes, certains médecins de ville qui sont tout à fait à même, s'ils le souhaitent sur la base du volontariat, de suivre cette formation, au même titre qu'il y a des médecins de ville qui font partie de réseau ville-hôpital et qui prescrivent des traitements de substitution aux opiacés. Ce n'est pas tous les médecins de ville qui prescrivent des TSO. Au-delà de la formation et de la prescription, puisque c'est une expérimentation, il y a une dimension un peu de recherche dans l'exercice, avec le renseignement de registres, etc. Donc ça va un peu au-delà. Je voulais quand même qu'il n'y ait pas de confusion. Les centres experts ne sont pas des centres dans lesquels il n'y a que des médecins hospitaliers qui travaillent. Ce sont en fait des centres experts qui réunissent des médecins qui ont une surspécialité et qui appartiennent au monde libéral, au monde des hôpitaux généraux ou au CHU. C'est le cas pour la sclérose en plaques en tout cas. Et dans lequel il y a aussi des rééducateurs, dans lequel il y a des psychologues, dans lequel il y a plein de... Voilà. Et il y a vraiment une expertise. Et au fond, l'idée que le médecin généraliste, qui est informé, il sera informé de l'existence de cette expérimentation, avec le patient, pense qu'effectivement, il faut peut-être discuter de cette ouverture thérapeutique. L'adresse, hein, ou pose la question au centre pour obtenir donc un rendez-vous de façon à ce qu'il puisse, sa situation puisse être analysée. Et qu'il y ait une alliance entre ces centres experts et les médecins généralistes pour poursuivre, pour partager au fond peut-être la prescription et le suivi, dès lors que les exigences de l'expérimentation pour pouvoir analyser ce qui a été fait et en tirer des conséquences, hein, peut-être pour favoriser ou non une plus large diffusion, puissent véritablement fonctionner. Donc c'est les conditions d'un fonctionnement optimum. Vous avez vu qu'on est prêt à aller vite, parce qu'on pense qu'on pourrait avoir déjà des indications assez rapidement, mais il faut pour cela que ça soit cadré, et je rappelle l'importance quand on veut évaluer, même en observationnel, il faut l'exhaustivité. Et donc c'est un niveau d'exigence qui fait il y a un côté un peu militant de la part de ceux qui vont accepter, mais les interrogations qu'on a fait au niveau des centres antidouleurs, au niveau des centres pour la sclérose en plaques, nous font penser qu'il y a une vraie volonté, il y a une vraie motivation pour aller de l'avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres vous souhaitez poser? Oui. Peut-être vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, mais du coup, sur cette question, moi j'y tiens beaucoup sur le nombre de patients qui pourront intégrer la phase d'expérimentation. Est-ce que vous êtes limité dans le nombre de patients? Une expérimentation est toujours limitée, hein, un peu par définition. Alors ça peut être sur un plan territorial, sur un nombre de patients à inclure. Là, le choix est plutôt de travailler sur l'intégralité du territoire français. Mais une expérimentation, sans avoir la réponse, probablement elle aura un financement. Et on peut imaginer que le financement ne permette pas d'inclure de manière exhaustive tous les patients qui pourraient en bénéficier. Aussi parce que la période d'inclusion, comme vous l'avez vu, elle va durer 6 mois. Et qu'en 6 mois, techniquement, on n'a pas le challenge de pouvoir inclure. Ça serait vraiment mentir aux patients, de leur dire on va tous pouvoir vous inclure en 6 mois, même si on avait l'argent, d'ailleurs. Donc je crois qu'il y a des limites qui sont d'ordre financier, d'ordre un peu technique, qui font que, on ne sait pas, hein, exactement, c'est compliqué. De fait, au final, il n'y aura eu qu'un nombre limité de patients, quelques centaines, quelques milliers, on ne le sait pas. Oui, mais alors d'un point de vue déontologique, comment seront recrutés ces patients? La proposition va être faite par les médecins qui les suivent. Donc parce que ça ne peut être... les patients pourront effectivement évoquer cela avec leur thérapeute, qu'ils soient hospitaliers ou en ville. Mais après, il faut qu'il y ait
Il faut que les choses s'instaurent avec leur médecin. Il faut que le médecin ils disent moi je peux le faire parce que je suis formé, moi je ne suis pas formé, je ne peux pas le faire, par exemple. Il va falloir, comme pour n'importe quel autre traitement, je crois qu'il ne faut pas trop différencier ça des autres thérapeutiques. Il ne faut pas en faire quelque chose de trop à part non plus. Hein. Donc, effectivement, certains patients qui peuvent en avoir besoin, s'ils n'ont pas effectivement rendez-vous, alors c'est une remarque pertinente qui serait de nous dire, s'ils n'ont pas rendez-vous avec leur centre de la douleur et qu'ils n'ont pas de rendez-vous avant 6 mois et que ça commence, ils ne vont pas pouvoir intégrer. C'est vrai que c'est une des limites de l'exercice. C'est vrai. Non, c'est clair. Oui, je crois qu'on a déjà, enfin, pour ce qui est, moi je suis donc un expert de la sclérose en plaques et j'ai créé un centre de compétences sclérose en plaques ici à Rennes. On a déjà notre liste, enfin, on y est déjà dans cet esprit d'expérimentation. Ça fait 1 an qu'on se réunit, on sait qu'on ira possiblement dans cette direction. Et avec les rééducateurs, avec les neurologues qui y travaillent, on a déjà constitué des gens qui seraient des candidats et on leur en parle. On dit que, et d'ailleurs, ils nous posent la question, ils ne nous attendent même pas qu'on leur en parle. C'est quelque chose dont ils sont informés. Et voilà, ils sont dans l'attente. Et c'est pour ça qu'on a l'assurance qu'en 6 mois, on va pouvoir recruter les patients de façon à pouvoir faire notre travail pour cette expérimentation. Hein. Ce qui représenterait peut-être une 50aine de patients dans le cadre d'une sclérose en plaques, par exemple, pour un seul centre. Hein. C'est ce qu'on a estimé. Ce qui est beaucoup, hein, par centre. Hein. Mais bon, et ce qui posera la question des financements. Voilà, derrière Je pense aussi, qu'il y aurait un problème. Mais c'est des questions importantes. Hein. On est confronté à la vraie question mise en œuvre très matérielle. Il n'y a pas de volonté. Le comité scientifique a estimé qu'il n'avait pas à donner un nombre de patients. D'ailleurs, on ne l'a pas donné. On peut pas, après, on peut estimer tout ce qu'on veut, mais ce qui va probablement limiter, c'est la manière de financer, entre autres, et puis la durée d'inclusion, évidemment, mais ça, il faut bien qu'il y ait une durée limitée si on ne veut pas que ça dure non plus une éternité et qu'on passe à autre chose. Ensuite. Trouver des solutions. Mais que vous suiviez cela, que vous suiviez comment l'expérimentation avance, voilà, de façon à ce qu'on puisse échanger pour essayer effectivement de passer à la 2e étape, où si elle est positive et s'il n'y a pas de drapeau rouge inattendu qui émerge, des questions auxquelles on n'avait pas pensé, parce qu'on peut être surpris, mais d'être en mesure en tout cas soit de pouvoir rassurer, soit de dire attention, soit là c'était pas une très bonne idée, on n'a peut-être pas pris la meilleure indication, etc. Mais voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble pour avancer. On est d'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui nous sollicitent, qui souhaitent qu'une chose, c'est rentrer dans cette expérimentation et arrêter d'en faire un usage comme ils le font aujourd'hui. Donc après, c'est toujours difficile pour nous de leur dire, bah, vous savez, il y a déjà 50 personnes qui ont été recrutées, il faudra attendre la mise en place. Après, on comprend très bien qu'on est sur un projet, j'espère bon, qu'il est voué à évoluer, et à nous aussi de faire aussi ce qu'on peut pour pouvoir accélérer, je sais pas, trouver des financements aussi. Bon, moi j'ai plein d'idées, donc c'est pas ça qui manque, mais il faut qu'on... Les essais cliniques, on a des médicaments. Certains patients auraient souhaité rentrer dans les essais cliniques et ne peuvent pas parce qu'il y a des contre-indications, parce que là c'est encore plus drastique d'ailleurs dans les essais cliniques. Et il y a beaucoup de patients qui ne peuvent pas rentrer, peut-être malheureusement pour eux d'ailleurs, dedans. Hein. Donc c'est pas quelque chose de très... Enfin, c'est quelque chose qu'on sait gérer aussi sur un plan médical, ce genre de problématique, parce que c'est déjà connu. Hein. Je ne dis pas que c'est idéal, mais voilà. Oui, Béchir. Juste une petite remarque. Merci beaucoup. Hein, vous avez un rôle vraiment important à jouer. Et je pense que vous avez aussi un rôle pédagogique. Vous avez cité par exemple tout à l'heure le cas d'un patient atteint de la maladie de Parkinson. C'est vrai, vous allez sur Internet, il y a sur YouTube, hier j'ai visualisé une vidéo, un parkinsonien qui montre comment il va mieux dès qu'il a consommé du cannabis thérapeutique. Dès qu'une étude scientifique a essayé d'étudier l'intérêt dans cette maladie, pour le moment le résultat est négatif. Parce que ça c'est quelque chose de général en médecine et en thérapeutique, ça n'est pas parce que
un individu a pensé être amélioré lors de la prise de quelque chose, cannabis ou autre, que l'on peut tout de suite généraliser le propos. Et c'est important parce que ces vidéos parfois sont contre-productives, elles peuvent générer un enthousiasme là où ça n'est pas vraiment pertinent. Et je pense que c'est bien aussi que dans votre positionnement, de bien dire aux patients que la liste restrictive et n'est pas restrictive parce que on veut pas ouvrir très largement, mais parce qu'il est important pour réellement aider les patients et non pas les laisser dans un flou, de leur amener ce pourquoi il y a un minimum de preuves scientifiques conduites par des études médicales et non pas sur un cas particulier. Oui, entièrement d'accord avec vous, et c'est un peu le rôle personnellement, et puis d'autres personnes aussi, justement, d'essayer de transmettre une bonne information et pas se limiter à des témoignages sur YouTube, bien sûr. On est entièrement d'accord. Moi, je parle plus avec des personnes qui ne font pas usage que le contraire. Je parle avec des médecins à tout niveau, et on essaie vraiment de partager au maximum de l'information, mais information qui utile. Bien. On s'arrête là, il n'y a pas d'autres remarques, commentaires. Nous vous remercions. Merci à vous. Merci pour être resté jusqu'à cette heure tardive de la matinée.